C'est ce que le taré Gilbert Bawara était venu dire à la chaîne la fois dernière, que les manifestations ne sont pas autorisées par le gouvernement, dont la population n'a pas le droit de se manifester en fait. Ouais, le jour où ce monsieur saura reconnaître sa main gauche de sa main droite, lui au moins on peut parler. Merci. En fait, ce que moi je voudrais dire pour répondre à cette question, si vous permettez, moi je voudrais dire une seule chose. Aujourd'hui, M. Faure Gnassingbé et son gouvernement se sont rendus coupables d'un crime imprescriptible. D'un crime imprescriptible. Parce que l'article 150 de notre Constitution, la Constitution du 14 octobre 1992, dit que lorsque, comme modifie la Constitution, comme ils l'ont fait, cela constitue un crime. Ce qu'on appelle un crime imprescriptible, un renversement de régime constitutionnel. C'est un renversement de régime constitutionnel. Parce que l'Assemblée nationale qui a modifié la Constitution était déjà en fin de mandat. Donc l'Assemblée nationale n'avait pas le mandat pour modifier la Constitution. Ça, c'est un. De deux, si on veut modifier la Constitution du 14 octobre, disait à son article 59, alinéa 2, que pour modifier le mode d'élection du président de la République, il faut le faire par voie référendaire. Il faut aller au référendum. Mais eux, ils ne sont pas allés au référendum. Donc, ils ont violé la Constitution. C'est un coup de force. Et donc, c'est un renversement du régime constitutionnel. L'article 150 dit que lorsque vous renversez le régime constitutionnel, vous vous rendez coupable d'un crime imprescriptible. Donc, Faure Gnassingbé et son gouvernement, les membres de l'Assemblée nationale qui ont fait ce qu'ils ont fait, se sont rendus coupables d'un crime imprescriptible. Maintenant, qu'est-ce que l'alinéa 2 de cet article dit? L'alinéa 2 de cet article dit, en cas de coup d'État ou de coup de force, pour tout Togolais, désobéir, excusez-moi, désobéir, pour tout Togolais, désobéir et s'organiser pour faire échec à l'autorité illégitime constitue le plus sacré des droits et le plus impératif des devoirs. Désobéir et s'organiser pour faire échec à l'autorité illégitime constitue le plus sacré des droits et le plus impératif des devoirs. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que si vous vous organisez aujourd'hui, ou bien le Togo, le peuple togolais, la population s'organise aujourd'hui pour aller manifester, ils vont aller demander la permission à une autorité illégitime. Voilà. Parce qu'en réalité, Faure Gnassingbé et son gouvernement sont aujourd'hui illégitimes. Absolument. Parce qu'ils se sont rendus coupables d'un crime imprescriptible. Donc nous avons l'impérieux devoir, l'obligation de nous organiser pour mettre fin à ce coup de force. Et c'est le plus sacré de nos droits et le plus impératif de nos devoirs. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller demander, faire une autorisation préalable, une déclaration devant des autorités illégitimes pour aller manifester. Ce n'est pas possible, ça ne s'entend nulle part. Eux-mêmes, comme l'a dit Maître Alexis, ils ont établi une constitution qu'ils n'ont pas pu respecter. Ils n'ont pas pu respecter la constitution qu'ils ont établie, qu'ils ont violée. Faure Gnassingbé est venu au pouvoir en 2005 avec un coup d'État. C'est le coup d'État de 2005 qui a permis à Faure Gnassingbé de s'installer au pouvoir. Et il continue. En s'installant au pouvoir, il a fait 500 morts. Moi, je ne peux pas comprendre aujourd'hui, et c'est là que je m'irrite contre la communauté internationale. On ne peut pas comprendre que quelqu'un qui est venu au pouvoir avec 500 morts reste au pouvoir pendant 20 ans, et après 20 ans, il modifie la constitution pour s'octroyer un pouvoir à vie. Et la communauté internationale ne dit rien. La CEDEAO ne dit rien. L'Union africaine ne dit rien. Mais maintenant, quand il y aura un coup d'État militaire quelque part,
l'Union africaine, la CEDEAO vont dire il faut rétablir l'ordre constitutionnel. Mais ça s'entend où là? Il faut qu'on soit sérieux. Il faut qu'on soit vraiment sérieux. Donc, en résumé, en conclusion, on ne peut pas aller demander la permission à une autorité illégitime, coupable d'un coup d'État constitutionnel, d'un coup d'État imprescriptible. On ne peut pas lui demander la permission pour manifester. Et là, en le faisant, la désobéissance pour manifester, c'est le plus sacré de nos droits et le plus impératif de nos devoirs. C'est-à-dire que nous avons l'obligation de le faire. Ce n'est pas une faveur, c'est une obligation que nous avons à faire arrêter le coup d'État constitutionnel. Voilà un peu ce que je voudrais. Il avait déjà tapé mon PV. Mais quand je suis revenu, il m'a reposé une dernière question. Il me dit, est-ce que je fume la marijuana, le cannabis? J'ai dit oui, en tant qu'artiste, de temps en temps, il m'arrive de le faire. Pour faire la blague, je dis comme Connie Gangsta. Mais ça fait près d'un mois que j'ai arrêté. Et il a ajouté cela à mon PV. Il m'a dit voilà, on m'attend dehors. Je me suis levé et je suis sorti. Il y avait 2 soldats qui m'attendaient, armés. Ils m'ont fait descendre et là, ils m'ont mis les menottes par derrière. Ils ont serré très fort les menottes. Jusque là, je garde encore les stigmates et je ne sens pas les 3 doigts là. Parce que les nerfs ont été compressés. J'avais du mal à marcher, le pied était enflé. Ils m'ont fait descendre. Il y avait une voiture de 15 places qui nous attendait. Ils m'ont mis une cagoule. Ils m'ont fait rentrer dans la voiture, mais ils m'ont mis à l'arrière, là où on dépose les bagages. Ils m'ont fait coucher là-bas comme un sac. Ils l'ont fermé et on a pris une destination inconnue. Quelque temps après, nous sommes arrivés dans un endroit. On m'a fait descendre de la voiture. Ils m'ont fait monter à l'étage. Je le sais parce que j'ai gravi les escaliers. J'ai même failli tomber. Ils m'ont fait rentrer dans une salle où ils m'ont fait asseoir. Et là, ils m'ont enlevé la cagoule. La salle était climatisée. J'étais assis sur une chaise. À côté, il y avait un seau d'eau avec de l'eau à l'intérieur. Et dans l'angle gauche, il y avait une photo imposante du président du conseil qui trônait. Quelque temps après, les 2 gardes étaient là, ils étaient armés. J'ai vu entrer un monsieur. Je l'ai reconnu net parce qu'il avait l'habitude d'être toujours derrière le président quand le président voyageait. Donc j'ai dit que c'est son aide de camp. Mais après investigation, j'ai vu qu'aujourd'hui, il est le chef corps de la sécurité présidentielle. Le chef corps de la garde présidentielle, le colonel Aoui. C'est lui qui est venu à visage découvert, il ne s'est pas caché. Il m'a posé une question. Monsieur, ça va? J'ai dit la vie est belle. Il me dit ok. Vous voulez boire quelque chose? De l'eau? Un cocktail? J'ai dit de l'eau. Il dit ok. Il dit au soldat qui était là en civil qu'après donner lui de l'eau. Faites venir le coiffeur. Moins de 2 minutes, le coiffeur est venu. Il a enlevé son matériel. Il dit, rasez-lui la tête et la barbe. Sans mon autorisation. Dans mon entendement, il voulait me raser la tête et la barbe. Peut-être parce qu'il voulait me rendre présentable pour aller me présenter au président du conseil. Je suis resté zen. Ils ont commencé à me raser mes cheveux. Pendant ce temps, ils me prenaient en photo. Ils ont commencé à raser la barbe. J'ai dit qu'ils me laissent la moustache. Parce que quand on me rase la moustache, parfois ça donne l'impression que j'ai une grosse bouche. Il dit rasez tout. Ils ont rasé. Il a pris les photos. Et il dit avant de sortir que jusqu'à ce que ta barbe ne repousse, j'espère que les bonnes paroles sortiront de ta bouche. Et il est sorti.
Il est sorti. Ils sont revenus me remettre la cagoule. Ils m'ont fait descendre. Ils m'ont fait monter à l'arrière de la voiture. Et là, je tique. Je dis, ah. Ils m'ont pris du S-Creek. Ils m'ont amené dans cette villa. Juste pour me prendre mes cheveux et ma barbe. En pays kabyle ou dans la tradition africaine, cela a une grande signification. Comprendre les cheveux et la barbe d'une personne. Et voir que c'est l'aide de camp ou le chef corps de la garde présidentielle qui est lui-même venu personnellement me faire raser les cheveux et la barbe et prendre des photos, j'ai commencé à me poser des questions. J'ai pensé à la parole de la veille, si jamais tu t'en sors. J'ai pensé à ceux qui ont dit, il faut qu'ils m'emmènent dans un asile parce qu'il fallait qu'on me fasse passer pour un fou. Je savais automatiquement que c'est Azébé, ils étaient en train de me mener. Mais si on devait m'amener à Azébé, dans l'asile des fous, normalement c'est là-bas qu'on devait me coiffer. C'est Azébé, on devait me coiffer après avoir remarqué mon état. Donc j'estime, et c'est pourquoi j'ai nommé le colonel, ah oui, j'en ai parlé à mes avocats qui se sont constitués et nous allons porter plainte, nous allons les poursuivre. Ils vont me rendre mes cheveux et ma barbe parce que cela a une connotation spirituelle. C'est pourquoi à l'entame de mon live, je vous ai dit que je suis vivant devant vous aujourd'hui, mais je ne sais pas si c'est un mort vivant qui parle ou c'est un vivant. Parce que je ne sais pas si mes cheveux, ils sont partis les mettre avec ma barbe dans un cercueil, dans un tombeau, sous un fétiche, je ne saurais le dire. À des fins de rituel, je ne saurais le dire. Mais, ce qui est sûr, ils m'ont pris du S-Creek pour m'envoyer à cet endroit cagoulé où monsieur le colonel Aoui s'est présenté pour ordonner qu'on me rase les cheveux et la barbe. À quel fin? Ils auront à répondre de cela et me rendre cela. Là où ils m'ont enterré, ils vont aller me déterrer. Là où ils m'ont enterré, ils vont aller me déterrer. Si c'est sous un fétiche, ils ont déposé ça en pays kabyle, ils vont aller régler ça. Mes tantes sont déjà en train aussi de se constituer pour réclamer cela. Parce que bon, visiblement, je ne peux pas compter sur mes oncles. Non, moi je peux compter sur mes tantes. Une mauvaise chose, j'ai été un déviant. Je suis en train de le payer. C'est normal. Toutes les personnes qui ont détourné de l'argent, qui sont citées dans les différents rapports, doivent répondre aussi de leur acte. Parce que la loi est dure, mais c'est la loi. Et nul n'est censé être au-dessus de la loi. J'ai préparé la vidéo. Ils ont payé leur caméra pour filmer. Et après, ils voulaient que je puisse mettre la vidéo sur mon compte. Ils ont voulu amener leur PC pour que je puisse ouvrir mon compte là-dessus. J'ai dit non, 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 non. Moi, je ne connais pas mes codes en tête. Mais il faut que je puisse ouvrir ça sur mon portable, taper le code avant d'ouvrir sur leur PC. Mais quand ils ont amené le portable, j'ai fait charger la vidéo sur mon deuxième compte. Parce que je savais que par là, ça va amener une confusion au sein de l'opinion. On va dire que mais pourquoi c'est le deuxième compte qui publie, hein? Pourquoi c'est un nouveau compte qui publie la vidéo et non le vrai compte d'Amron? Donc l'affaire là n'est pas claire. Maintenant ils sont venus, j'ai ouvert le code et j'ai fait balancer la vidéo sur mon deuxième compte. Quelque temps après, un d'entre eux s'est rendu compte que non, la vidéo n'est pas sur le compte que j'utilise souvent pour mes lives. Je dis ah bon, oh ok, donc c'est une erreur. Il y avait un compte de sauvegarde, donc je vais le faire. Donc pour publier la vidéo, j'ai téléchargé la vidéo de mon second compte et je l'ai publiée sur mon premier compte. De sorte que la vidéo que je publie sur mon compte principal puisse porter la signature du deuxième compte. Là, les gens vont se dire, mais si c'est vraiment lui, pourquoi ne pas publier la vidéo directement? Et c'est la vidéo du deuxième compte qu'on publie ici. Donc c'est des gens qui sont en train d'utiliser ces comptes. Putain. Je savais que les gens allaient déchiffrer ça, que ça allait créer d'autres polémiques. Il a dit non, voilà, je vous ai bien dit que la vidéo va se retourner contre vous, vous ne m'avez pas écouté. Donc maintenant j'ai fait ce que vous avez voulu.
Vous avez exigé que je fasse les excuses ici, alors que c'est pas ce que moi je voulais. Donc vous avez votre vidéo. Il dit ok, donc voilà, c'est bon. Donc ils espèrent que à ma sortie, parce que normalement j'étais censé sortir le 7, après là maintenant le 6, j'allais sortir le 7. À ma sortie, mes actions vont aller dans la droite ligne des excuses que j'ai présentées. Je dis oh, bien sûr, c'est pour ça que j'ai fait les excuses là comme je les ai faites. Aujourd'hui ils vont comprendre. Donc je finis maintenant. Le monsieur prend le sac et il dit voilà, il y avait eu une discussion et on voulait faire un geste pour m'accompagner, pour m'aider. Et il ouvre le sac, il me présente les 5 millions. À la base on avait dit 19 millions, mais ça a été revu à la hausse, maintenant 25 millions. Sachant déjà ce que j'ai fait avec les vidéos, j'ai dit non, moi je ne veux pas de votre argent, non. Je ne veux pas de votre argent. Je ne veux pas être cupide. Je préfère prendre la cagnotte, c'est mieux. Donc, gardez votre argent. Que non, lui n'est qu'un simple envoyé. Il n'est qu'un simple envoyé. Donc, de prendre, de réfléchir. Dis non, c'est déjà tout réfléchi là. Moi, je ne veux pas de votre argent. Non. Ont été arrêtés. Des généraux ont été arrêtés. Des personnes qui ont fait moins que toi ont été arrêtés et ces personnes croupissent en prison depuis un moment. Et toi, avec les travers dans lesquels tu as été, tu penses qu'on va te prendre, quelqu'un aura le courage de se battre pour toi. J'ai dit à ma maman. Et je pense que c'est l'une des choses qui l'a galvanisé quand j'ai été interpellé. Je lui ai dit, maman, je suis venu à travers toi. Je suis venu à travers toi et le monsieur qui est mon père. Je suis venu à travers vous, mais je ne vous appartiens pas. Les enfants viennent à travers les parents, mais ne leur appartiennent pas. C'est ma vie, c'est ma décision. Si je décide de mourir pour mon pays, je veux l'assumer pleinement, qu'on vienne me prendre. Je suis prêt pour cela. Qu'importe ce qui arrivera, je suis prêt. Je suis prêt à mourir pour que mon pays soit libéré. Le lundi matin, j'ai une tante qui m'appelle. Elle me dit, mon fils, l'heure est grave. Pense réellement à quitter le pays Togo. Hier, je tiens à donner ce détail-là pour que les gens comprennent mon intervention sur France 24. Je ne suis pas là pour vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Je suis là pour dire la vérité et la défendre jusqu'au bout, au prix de ma vie. C'est très important que vous le sachiez. Et je serai toujours droit dans mes bottes et je défendrai toujours la vérité. Je ne suis pas là pour habiller X ou Y parce que oui, c'est ce que les gens veulent, donc je profite. Non, je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour vous dire la vérité. Et ce que je vous dis jusque-là, c'est ça la vérité. Ma tante m'appelle le lundi matin, le matin du 26. Et elle me dit, Amron, il faut que tu penses à quitter le pays parce qu'il y a des officiers du village de ton père qui ont fait une réunion et qui ont décidé de te faire arrêter pour te faire interner dans un asile de fous. Pour te faire des injections et après, ils vont te laisser dans la nature comme si tu as perdu la tête. Ce que tu fais, c'est une mission divine. Tu es en train de faire bouger les lignes. Peut-être que toi-même, tu n'es pas conscient des énergies que tu es en train d'élever, ni de l'impact que tu es en train d'avoir sur le brave peuple togolais. Mais si tu te fais prendre, c'est dommage. Tout cela va s'arrêter. Tu peux continuer en étant à l'extérieur. J'ai dit non. Moi, j'attends qu'on vienne me prendre. Parce que s'il faut que les choses se déclenchent, c'est en me prenant. C'est en mourant en tant que martyr que les choses peuvent se déclencher. Qu'ils viennent me prendre pour me faire passer pour un fou, il n'y a pas de problème. Je suis prêt à répondre de cela. À 15 h, bien avant cela, déjà la matinée là, après avoir accroché avec ma tante, j'ai fait un post sur ma page Facebook. Ce post, il est encore là. Si vous allez sur ma page Facebook, le matin du 26, je l'ai dit, que dans les arcanes et dans les officines, il se prépare un coup. Les gens sont en train de projeter
de m'arrêter pour me faire interner pour cas de folie et de démence. N'est-ce pas fou? Et j'ai mis des emojis de rire. Ce post est encore là sur ma page. C'est le matin du 26. Donc, j'étais déjà confiant que des officiers du village de mon père voulaient me faire prendre pour me faire passer pour un fou. Parce que non, on ne peut pas m'emmener en prison pour que je sois un prisonnier politique. Parce que lors du jugement, on va se poser la question de savoir pourquoi le monsieur a été arrêté. On dirait parce qu'il a insulté le président de la République. C'est à cause des injures qu'on pouvait m'arrêter, parce qu'il y a eu outrage à l'autorité. Mais pourquoi a-t-il outragé? Pourquoi a-t-il insulté l'autorité? Ah, parce qu'il dit qu'il y a des gens qui détournent l'argent du pays et qu'on n'arrête pas ces personnes-là. Et là, ça va sonner vraiment bizarre. J'avais réussi par mes interventions à faire en sorte que les jeunes Kabyais commencent aussi par délier la langue, par constater l'état de leur village, de leur quartier, de leur région, de leur canton. Ils ont commencé à parler, à revendiquer, à intervenir dans mes lives. Donc ils disent, il faut tuer ça. Le seul moyen de faire en sorte que d'autres ne puissent pas, par sa suite, continuer, il faut lui faire passer pour quelqu'un qui est dérangé, quelqu'un qui n'est pas normal. Ce jeune doit forcément avoir des diables. Un individu normal, sans armée, sans richesse, sans compte en banque, sans grande connaissance, ne peut pas oser être sur le territoire togolais et défier l'autorité suprême comme il est en train de le faire. Il est forcément fou. Ou c'est le seul moyen de casser, de briser son mythe. J'ai dit je ne bouge pas. Vers 16h, 17h, il y a un pasteur qui s'est mis à m'appeler. Et s'il est en ligne, qu'il reçoive mes salutations. Mais je n'ai pas voulu l'écouter parce que je savais que j'étais sur la voie de ma destinée. Et je ne pouvais pas agir autrement que de me laisser prendre. Ce pasteur m'a appelé. Il me dit, il faut que je pense à quitter le territoire national. Ce que je fais, c'est une mission divine. Je vais me faire prendre dans les heures qui arriveront, de penser à fuir le pays. Je lui ai dit, monsieur, vous êtes un mauvais pasteur. Parce que si vous aviez la foi en Dieu, vous ne devez pas me demander à moi de fuir, sachant très bien que ce que je suis en train de faire, c'est une mission divine. Vous êtes un faux pasteur. Ou, du moins, vous êtes un pasteur de la minorité qui voulait me faire quitter le territoire afin que tout ce que j'ai eu à faire jusque-là puisse passer pour perte et profit. Oui, voilà, il a insulté, mais là, il a fui le pays, c'est un lâche. Moi, je reste sur le territoire, je ne vais nulle part. Qu'on vienne me prendre, je connais les infractions que j'ai eu à commettre. J'ai insulté le chef de l'État. Pourquoi? Le monde entier le saura et les gens jugeraient. C'était une façon à moi de le terrasser, définitivement, devant Dieu, devant les hommes et devant l'humanité. 18h, le pasteur rappelle avec insistance. Je le bloque. Il me recontacte avec un autre numéro. Je le bloque. Il m'écrit sur WhatsApp. Je lui laisse un message virulent. Je le traite d'acolyte du diable et je le bloque. « 20h, 21h, je suis là dans ma chambre quand mon épouse rentre avec fracas. Et ça ouais, ça j'ai dit on va Romelo. J'ai dit ah faut pas t'inquiéter, ils sont venus pour moi, je les attendais depuis. Je me suis levé, je suis sorti, je suis allé à leur rencontre. Il y avait déjà 6 à 7 soldats qui étaient là, j'ignorais qu'il y avait beaucoup d'autres dehors et tout. Et quand je suis sorti de chez moi, ils étaient sur la véranda, je dis ah, vous êtes venus pour moi? Ils disent oui. Ils n'avaient pas de mandat. Ils étaient venus à des heures qui n'étaient pas catholiques. Moi, j'avais pensé que parce que j'étais en infraction. La première liste de ceux qui sont concernés par les mandats d'arrêt internationaux. Ils ont dressé une première liste, il y a une seconde liste qui va certainement suivre, qu'ils vont transmettre demain lundi à la DCPJ. Et vous savez que le bureau Interpol local se trouve dans l'enceinte de la DCPJ. Et donc, cette liste-là, cette première liste
comporte 11 personnes qui sont concernées par le mandat d'arrêt international dont a parlé Madjouba, Awate et ses amis Tiakwe et Adjouvi. Il y a Olivier Emma, qui généralement intervient dans les lives. C'est un ancien officier de la gendarmerie qui est en exil. Olivier Emma. Il y a Zaga Bambo. Il y a Agbodjan, je pense, oui, Togbevi PC. C'est son nom qui est Agbodjan, selon les informations que j'ai reçues. Il y a Odako TV, c'est ça. Il y a Ferdinand Vincent Haïté, naturellement, ça fait le 3e mandat pour moi. Il y a Sodi Yawo, dit Kodjovitogen. Il y a Maître Akila Essoboko, c'est un ancien ministre togolais en exil. Il y a Kofi Yamyan, c'est un Togolais qui est aussi en France. Il y a Mpetre Nda Marker. Voilà le nom qu'on m'a envoyé. Mpetre Nda Marker. Il y a Mathieu Nyasimbe. Je pense que ça fait... Il y a Date Fafadi Bensan. Je pense que c'est Raoul Leblanc. Donc, ça, c'est la liste des 11 personnes que j'ai pu recueillir de mes sources, qui sera déposée demain à la DCPJ à des fins d'être introduit dans le système de Interpol. Et mes sources disent que c'est la première vague. C'est la première vague. Donc, ça veut dire qu'il y aura une deuxième vague. Et je pense qu'ils sont en train de faire un travail avec la documentation pour avoir l'identité réelle des gens. Parce que la plupart qui sont sur les réseaux sociaux ont des surnoms. Donc, voilà ce que j'ai voulu partager avec vous comme information. Donc, moi, en tant que Ferdinand, ça fait le 3e mandat d'arrêt. Je pense que c'est Olivier Ama et moi qui sommes les champions dans cette histoire-là. Ça fait le 3e mandat d'arrêt. Donc, moi, je monte en grade et je vais devenir le major du groupe. Donc, voilà. Donc, je répète, il y a Zaka Bambo, Tokwevi PC, Mpetre Ndamark, Date Fafadi et Benissan Raoul, Olivier Ama, Akila Essoboko, Kofi Yamyan, Rodako TV, Sodi Yao, Kodjo Vitogen, Ferdinand Haïté, Mathieu Nyasimbe. Alors, en attendant d'avoir la deuxième liste, la dernière fois, il y a les avocats qui sont montés dans le live de nos compatriotes pour expliquer les conditionnalités de l'application d'un mandat d'arrêt. Outre ce travail pédagogique que les avocats ont eu à faire, je voudrais inviter tous ceux qui sont en Afrique à faire très attention. Parce que l'Afrique, c'est des États voyous. Les États africains ne respectent aucune convention qu'ils signent. La preuve, on a un collègue et ami qui est béninois. Je suis membre avec lui de Frontline Defenders, avec sa femme, qui était réfugié au Togo depuis 7 ans. Il s'appelle Hugues Coman Sosoupen. Il a été attiré dans un traquenard en Côte d'Ivoire. On l'a invité pour une conférence et il s'est rendu en Côte d'Ivoire alors qu'il est réfugié, donc protégé par des conventions internationales. Il a été arrêté à Abidjan et extradé rapidement au Bénin, sans aucune forme de procédure. Donc, nous sommes sur son dossier depuis 2 jours. On a alerté tous nos réseaux. J'ai parlé avec son épouse, des amis de Frontline et tout ça. On est en train de se battre. Alors, mais il est déjà en prison au Bénin. Donc, je voudrais inviter ceux qui sont au-delà de ce que les avocats ont dit, ceux qui sont en Afrique, à faire preuve de prudence, d'extrême prudence. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas un pays sûr. Alassane Ouattara a appelé fort son neveu. Ça veut dire ce que ça veut dire.
les 3 pays qui sont en haut de chez nous là, qui vous vantent le panafricanisme, je vous ai dit que c'est des pays qui sont très liés au Togo. Les 3 pays qui sont en haut de chez nous là, il faut les éviter au maximum. Je parle de ceux qui sont en Afrique. Parce que, comme il n'y a aucune loi, le temps qu'on vous arrête, vous êtes dans le premier avion. Hein. En 1h, 1h30, vous êtes à Lomé. En 1h, 1h30 de vol, vous êtes à Lomé. Et l'objectif du pouvoir, selon ce que je sais, c'est d'arrêter un seul et le massacrer pour traumatiser les autres. Vous avez vu comment ils ont pris Omolou et ils font en sorte de le maltraiter pour que la diaspora puisse être traumatisée. C'est quelque chose comme ça qu'ils veulent faire. Ils savent que ceux qui sont hors d'Afrique, c'est difficile de les atteindre. Mais ceux qui sont en Afrique, s'ils arrivent à mettre la main sur un seul, vous imaginez ce qu'ils vont lui faire pour faire regretter aux autres. Donc, faites très attention dans vos déplacements. Ceux qui prennent des avions, si vous voulez prendre un vol qui va avoir une escale dans un pays, suivez très bien l'itinéraire du vol. Si vous prenez même un vol comme Askai et vous passez en escale au Togo, on vous sort de l'avion à Lomé. Parce que tous les données de ceux qui sont dans l'avion sont déjà communiquées aux Togolais. Ceux qui prévoient d'aller dans les vacances en Afrique, trouvez un autre pays. Il y a plusieurs pays dans le monde. Donc, voilà les conseils que moi je veux donner. Au-delà, parce que Mao Blombe bientôt bien jaye. Ne yanke quoi voler l'omea. Ne nenke o honvi bende le l'omea. Fi que manu ek béani mati imagine. Peut-être nous avons une balag de Robert. Ame il a gbéa et tenakame. Ame il a gbéa et on a voir. Non quoi, c'est fini. Donc, faites très attention. Moi, c'est des informations que je donne et je vous donne des conseils. Vous n'êtes pas libre de m'écouter, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Tout ce qui est Internet, Android, il faut faire très attention. Vous savez que le Togo s'est équipé en beaucoup de matériel de surveillance. Vous avez les forces de sécurité, par exemple, qui ont des catcheurs. Vous savez ce qu'on appelle les catcheurs? Les catcheurs, c'est du matériel qui ressemble parfois à une caméra qu'on peut orienter sur une maison et on a toutes les informations qui se passent dans la maison. Ils ont ça. Ils ont aussi un système qu'on peut mettre dans un petit véhicule avec une petite antenne. Ils passent dans un rayon donné. Ça déverrouille tous les appareils qui sont connectés et ils collectent les informations. Ils ont acheté ça aussi. C'est juste un petit appareil qu'ils mettent dans un véhicule avec une petite antenne. Il met ça dans un quartier, ça peut brouiller tout ce qui est dans le quartier et puis collecter des informations sur tous les appareils qui sont connectés. C'est dans ça qu'on met l'argent pour surveiller les Togolais. Quand on n'a pas d'argent pour faire les routes, quand on n'a pas d'argent pour construire les hôpitaux, quand il n'y a pas d'argent pour les bourses des étudiants, c'est là où Ford met l'argent pour son fauteuil. Aujourd'hui, malgré les milliards qu'il investit dans la surveillance, il est obligé d'aller chercher 38 milliards de francs CFA auprès du FMI. Pour 38 milliards qu'on peut trouver au port, qu'on peut trouver à la Lonato, qu'on peut trouver je ne sais où, à la SNPT, la banque et le FMI exigent aujourd'hui qu'on augmente les carburants, qu'on augmente le prix de l'eau, qu'on augmente le prix de l'électricité à cause de 38 milliards qu'on peut trouver en une semaine au port autonome de Lomé, qu'on peut trouver à la CNPT, qu'on peut trouver à la Lonato, qu'on peut trouver dans n'importe quelle société d'État. Pour 38 milliards, 60 millions de dollars, ou 60 combien là, et on est obligé de prendre des mesures antisociales.